Et si on transformait des milliers de kilomètres de voies ferrées en centrales solaires géantes ? C'est le pari audacieux de Joseph Scuderi, 60 ans, qui a créé Sunways, une technologie révolutionnaire permettant de poser des panneaux solaires entre les rails de chemin de fer. Première mondiale avec des trains en circulation, pose mécanisée à une vitesse record et panneaux amovibles en 20 minutes pour la maintenance, cette innovation suisse bouscule les codes du photovoltaïque et du ferroviaire. Découvrez comment une simple attente sur un quai de gare a déclenché une aventure entrepreneuriale hors norme entre défis techniques, réglementations complexes et vision écologique. Un entretien inspirant mené par Thierry Weber et qui prouve qu'il n'y a pas d'âge pour innover. Tu viens présenter ici dans les technos une technologie au doux nom de Sunways qui consiste à poser et à utiliser l'espace entre les voies de chemin de fer pour poser des panneaux solaires. Ça a été quoi le déclic pour imaginer cette idée ? En fait, quand on parle d'innovation ou d'invention aussi, on pense souvent à l'étincelle, le déclic. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pensé à développer quelque chose de spécifique ? En réalité, dans mon cas, oui, il y a eu un déclic et je vais le mentionner. Mais j'aime bien aussi toujours commencer par donner un peu de contexte. Et le contexte, pour moi, ce qui fait ma particularité, c'est que depuis tout petit, je suis un féru d'innovation, un féru d'invention. Moi, mon personnage, quand j'étais petit, mon héros de bande dessinée, c'était Géo trouve tout. Donc, c'était le fait de pouvoir résoudre des problèmes par la technique. Et donc ça m'a accompagné pendant toute ma vie, finalement. Et donc, il faut avoir présent cette idée-là pour comprendre pourquoi, à la fin, on arrive à faire de l'innovation telle que je l'ai faite. Deuxième partie, c'est effectivement ma connaissance du marché de l'électricité et du photovoltaïque, que j'ai opéré donc pendant plus de 10 ans. Et quand j'ai quitté ce secteur-là, j'ai quitté ce secteur-là en ayant très clairement à l'esprit les enjeux du photovoltaïque, qui n'étaient plus de l'ordre de la technique photovoltaïque par elle-même, ni de l'ordre du coût, parce qu'on voit bien que depuis 20 ans maintenant, les prix du photovoltaïque ont drastiquement baissé. L'enjeu, c'était l'espace disponible. Voilà. Quand on a cette première partie invention et deuxième partie connaissance du marché photovoltaïque, c'est là que je me retrouve sur le quai de la gare en train d'attendre mon train. Et machinalement, comme on le fait tous, en attendant le train, on regarde autour de soi. Et je regardais cet espace qui était constitué par les rails devant moi. Et en faisant le basculement avec la tête de gauche à droite, en voyant tous ces kilomètres de rails qui se présentaient à moi, je me suis dit, mais tiens, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'exploiterait pas cet espace qui semble inutilisé pour y placer des panneaux solaires ? Tout a commencé comme ça. Alors, comme j'avais effectivement cette background un peu d'invention, parce que je m'intéresse à ça depuis longtemps, j'avais aussi la connaissance de comment aller repérer les brevets sur EspaceNet, qui est donc une plateforme qui regroupe toutes les brevets mondiaux. Et là, j'ai commencé à tapoter, effectivement, centrale solaire entre les rails. Et à mon grand étonnement, mais c'est toujours comme ça de toute façon, je suis tombé sur une quinzaine de brevets. Il faut savoir qu'il existe déjà plus d'une quinzaine de brevets dans le monde qui essaient de mettre des panneaux entre les rails de différentes façons. Et je me suis dit, je ne suis pas le premier, donc c'est une bonne idée. Oui, c'est toujours un bon signe, effectivement. C'est toujours un bon signe. Et toute la gageure était effectivement de trouver est-ce que c'était vraiment exploitable de faire ce que je voulais faire comme je voulais le faire ou pas. Et c'est comme ça que ça a commencé. L'idée pour parler des aspects entrepreneuriaux, de créer une start-up, d'accompagner ce projet, pour toi, c'était une évidence ? Non, parce qu'on rappelle peut-être ton âge, c'est pas anodin. Non, mais c'est quand même une force et un point assez important, je trouve, qui reflète ce que tu viens de dire. Trouver des solutions, Géo trouve tout, qui t'inspire. Ça veut dire que cette passion t'a jamais quitté. La preuve en est. Maintenant, tu es à fond dans Sunways. Voilà. Oui, alors effectivement, mon grand avantage, c'est aussi mon âge. C'est-à-dire que c'est mon expérience finalement. Et je pense que j'aurais jamais pu mettre en avant, porter cette idée-là, cette innovation, dans un contexte qui était du ferroviaire qui est plutôt fermé. Donc il faut avoir une certaine capacité à taper aux portes, mais également à les enfoncer. Et aussi un certain réseau autour de toi pour essayer de porter ton idée avec toi. Et donc effectivement, mon expérience du marché, du terrain, fait que ça m'a donné aussi une grande force pour créer ces startups.
Je dis pas que j'aurais pas pu la créer il y a 30 ans en arrière, quand j'étais au début de ma carrière, finalement. Mais peut-être qu'à l'époque, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à rentrer dans ce secteur. Mais voilà, ça, c'est la vie qui fait ça. Et effectivement, je me retrouve maintenant, je vais le dire parce que maintenant c'est fait, j'ai 60 ans. Et donc, à 60 ans, je suis plus un jeune start-upper, comme on les appelle. Je suis un néo-start-upper. C'est-à-dire que j'ai aussi d'autres bagages avec moi. Mais cette nouvelle activité, évidemment, me passionne parce que, évidemment, à 60 ans, créer sa start-up, c'est aussi un coup de jeune que tu te prends sur derrière la nuque, hein, finalement. Et ça te pousse et ça te motive. Et évidemment, il y a encore une plus grande responsabilité parce que tu peux pas dire, OK, je me suis planté à cause de mon jeune âge. Je pourrais dire, je me suis planté à cause de mon grand âge. Enfin, dans tous les cas, visiblement, ça porte ses fruits puisque ça me donne une certaine crédibilité, déjà au niveau de mes partenaires, de mes premiers accompagnants dans cette aventure. Mais aujourd'hui, évidemment, quand je suis en train de faire des web meetings avec des boards en face de moi, ça pose tout de suite le cadre. En quoi consiste ce système ? Et là, tu as dit quelque chose qu'on devrait chaque fois se rappeler. Tu es pas le seul sur ce marché, donc ça veut dire qu'il y a un marché. Alors, qu'est-ce qu'il a de particularité, ton système ? Comment il fonctionne ? Voilà. Alors, dans mon esprit, quand j'ai eu la fameuse étincelle sur le quai de la gare, il s'agissait pas seulement d'exploiter l'espace. Parce que quand on parle de photovoltaïque, les coûts ne sont pas forcément que sur le panneau, mais également sur les coûts d'installation. Donc, dans mon idée, c'était déjà le fait de pouvoir associer photovoltaïque et ferroviaire. Mais dans le terme où le ferroviaire servirait à placer et à installer du photovoltaïque. Donc, contrairement aux quelques innovations ou brevets que j'avais trouvés lorsque je fais mes premières recherches, j'avais quand même l'intention d'installer des panneaux solaires entre les rails mécaniquement, à l'aide d'une machine. C'est ça qui faisait la particularité. Et donc, j'ai dû développer une technologie de fixation des panneaux entre les rails qui n'était pas avec des clous et des vis, comme on le voit tout le temps. Parce que quand tu mets des clous et des vis, il faut aller à la main pour enlever les clous et les vis. Et justement, il faut comprendre que le ferroviaire, c'est pas un secteur facile. Et donc, en fait, le ferroviaire, sa plus grande hantise, c'est de venir perturber l'exploitation ferroviaire. Pas tellement au niveau du passage des trains. Parce que ça, on peut se dire que quand on visse des panneaux solaires avec des clous et des vis sur des traverses, ils vont pas bouger. Le problème, c'est la maintenance. Il faut savoir que dans le ferroviaire, moi, j'ai appris, je suis un expert du ferroviaire maintenant. Je rigole un peu là-dessus, mais c'est un domaine à part entière. Il faut savoir que tous les jours, il faut savoir ça, il y a des inspections qui se font sur les voies de chemin de fer avec des gens qui marchent à côté de la voie de chemin de fer pour contrôler l'état des traverses, du ballast et des rails. Wow. Et tous les X années, il y a des gros travaux de maintenance qui se font, qui consistent à meuler le rail, par exemple, ou à ajuster le niveau du chemin de fer par rapport au ballast. Ça, c'est des gros travaux avec des grosses machines qui viennent complètement désorganiser les cailloux, tout ça. Donc, quand tu viens avec des panneaux solaires entre les rails, la première question qu'on te pose, c'est mais comment est-ce qu'on fait pour faire les inspections et pour faire le travaux de maintenance? Si tu n'as pas la solution, on te dit, OK, out, tu es hors course, tu ne rentres même pas dans la maison. Donc, l'idée, c'était de développer une technologie qui permet de faire une pause mécanisée, donc en se servant du train pour faire la pause, mais également qui soit amovible. Donc, Sunways, ce sont les premières centrales solaires amovibles sur voie ferrée. Amovible parce qu'à tout instant, toute ou partie de l'installation peut être enlevée rapidement, faire des travaux de maintenance, par exemple, ponctuellement, on peut venir souder un rail qui est cassé, par exemple, ou enlever une traverse. Et ça, on peut le faire rapidement. En l'espace de 20 minutes, nous, on enlève des séquences de panneaux, on fait le travail et on remet les panneaux. Parce que tout a été imaginé et conçu de manière à ce que ce soit réellement facile à faire et rapide à faire. Parce que justement, on n'est pas avec des vis et des clous, mais avec des systèmes de pistons mécaniques qui viennent s'insérer entre les rails et qu'on peut facilement décrocher. Donc, l'innovation, c'est ça. C'est une première centrale solaire amovible. Voilà, c'est ça la technologie.
Est-ce que tu as dû, dans les autres, je dirais dans les autres contraintes ou dans les autres défis techniques, rentrer dans des... Parce que j'apprends quelque chose avec le contrôle, par exemple, des ballasts et des rails qui se font régulièrement. Est-ce que tu as dû aussi te plier à des normes, à des contraintes techniques, puisque tu sembles dire, le monde des voies de chemin de fer, enfin le monde des chemins de fer a l'air d'être très très strict. Oui, en fait, le chemin de fer existe depuis plus de 200 ans. Depuis 200 ans, ils ont continuellement développé une technologie robuste, vraiment robuste. On parle d'acier, on parle de cailloux et de blocs de béton ou de bois, de manière à augmenter la sécurité du ferroviaire. Oubliez que un chemin de fer, c'est juste des traverses et des bouts d'acier qui bougent. Hein. Il n'y a rien de fixé avec du béton. Lorsqu'on voit du béton, c'est souvent d'être dans les gares ou dans les souterrains, dans les tunnels, mais dans la voie ouverte comme ça, c'est juste posé. Et donc, en fait, il fallait qu'ils développent une technologie qui soit suffisamment robuste pour résister à des grosses pressions. Évidemment, un train, c'est très lourd, etc. Et donc, venir dans ce milieu-là avec des panneaux solaires qui sont extrêmement délicats, il faut le savoir, un panneau solaire, normalement, tu ne marches pas dessus, hein, parce qu'il y a des micro-fissures. Eh ben, ça venait un peu bouleverser. C'est vraiment l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. Et effectivement, donc eux, ils ont développé de la technologie robuste, mais également de la réglementation. Et ça, c'est le point central finalement. Nous, depuis le début de la création de cette innovation, enfin pas le début directement, mais depuis 2-3 ans maintenant, on a dû vraiment s'immiscer dans chacune des particularités de la réglementation pour pouvoir venir apporter une réponse. Et donc, en fait, comme c'est totalement nouveau, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de normes. On a dû créer nous-mêmes toutes les expertises auprès des instituts technologiques qui nous accompagnent ici en Suisse pour venir apporter la preuve que ce qu'on disait était vrai, finalement. Et donc, aujourd'hui, qu'on a développé les premiers prototypes en 2023 déjà, on a la garantie que ces premiers prototypes résistent à des trains jusqu'à 150 km/h, que ces premiers prototypes résistent à des vents jusqu'à 240 km/h et qui donnent une certaine sécurité sur leur installation. Ce ne sont pas des limites pour nous, ce sont des points de départ parce qu'on n'avait pas besoin de prouver plus, mais on sait très bien comment aujourd'hui on doit commencer à répondre à des sollicitations, par exemple, qui nous viennent de Corée du Sud, avec qui on est en tractation, qui nous challenge déjà sur des trains qui vont à 300 km/h. Pour nous, c'est pas un problème. On sait quoi faire pour augmenter la limite. Mais effectivement, c'est plutôt la partie réglementation en général qui est compliquée. Pourquoi ? Parce que chaque pays a sa réglementation. Et donc, on sait déjà que demain, quand on va devoir investir un pays, on va devoir commencer par faire un projet pilote dans le pays pour répondre aux contraintes de la réglementation qui est plus ou moins spécifique. Et après seulement, on pourra commencer à avoir du marché. Donc ça, la réglementation, c'est le cœur de ce sujet parce que les contraintes techniques, on y a répondu maintenant avec notre projet pilote. Les contraintes réglementaires, elles sont quand même un peu plus ardues. Elles sont spécifiques d'un pays à un autre ? Alors évidemment, il y a une base générale, disons. Ok, par exemple, dans tous les pays du monde, tu as un certain écartement des traverses entre chaque traverse d'environ 60 cm. Tu as des dimensions de rails qui sont normées, qui sont standardisées. C'est pourquoi maintenant les trains peuvent passer d'un pays à l'autre sans problème. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une interopérabilité, c'est-à-dire que les trains, ils peuvent circuler d'un pays à l'autre sans devoir changer de locomotive. Mais il y a encore 50 ans en arrière, il fallait, quand les trains arrivaient, par exemple, en Suisse, quand ils arrivaient à Brigue, il fallait changer de locomotive parce que les trains italiens ne pouvaient pas circuler en Suisse et vice-versa. Donc, aujourd'hui, c'est fini. Avec les trains à grande vitesse, on a résolu pas mal de problèmes aussi. Donc, cette interopérabilité permet d'avoir un cadre général qui est plus ou moins identique. Mais par contre, chaque pays a ses spécificités. Par exemple, en Suisse, on a un réseau électrique qui est spécifique. Qui n'est pas le même qu'en France ou en Italie. D'accord. Disons que l'avènement des trains à grande vitesse fait que ça se normalise de plus en plus. Mais disons qu'il y a quand même beaucoup de spécificités. On revient sur le principe. Alors, comment ça marche et combien de temps ça prend, par exemple, pour poser ou déposer ces fameux panneaux? Parce que tu l'as dit, on va pas mettre des vis, des clous, puisque là, on va prendre encore plus de temps à le faire et à le défaire.
Ouais. Bah, c'est vrai que le cœur de l'innovation consiste à mettre des panneaux de manière amovible, mais encore fallait-il avoir une machine qui fasse le job. Oui. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Ça, c'est les hasards du réseau, justement. C'est le hasard du réseau qui a fait qu'un jour, je me suis retrouvé dans le bureau du responsable innovation dans la maison Schutzer SA, ici, à côté de chez moi. Finalement, c'est un voisin que je ne connaissais pas. Schutzer SA, c'est en fait le pionnier au monde à avoir développé des engins mécaniques dédiés à la maintenance ferroviaire. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Ces gens-là, ils ont des brevets depuis 1920. Parce qu'avant, on faisait ça à la main. Tout ça, on voit souvent des films dans le Far West américain à la main en train de visser, de porter des traverses. Le train avançait en même temps que le chemin de fer se fabriquait finalement. Et ben cette maison Schutzer, vraiment, c'est un partenaire que je remercie tous les jours de m'avoir reçu ce jour-là et écouté. Et lui, en fait, eux, ils construisent eux-mêmes leurs propres machines. C'est ça qui est incroyable. Ces machines qui font du meulage de rails ou du bourrage de ballast. Donc, c'est le nivellement de la voie ferrée avec des gros doigts qui pénètrent le ballast et qui le remuent. Alors, je suis aussi un expert en maintenance, hein, et qui remue le ballast à une certaine fréquence. Pourquoi? C'est un peu comme quand je fais une petite digression, mais c'est important de comprendre la spécificité de ces gens-là, quoi. Quand tu as du sable qui est très densément impacté, qui est pressé. C'est difficile, ça devient comme la pierre. Oui. Il suffit de le mouiller et tout à coup ça devient comme du liquide en fait. Oui. C'est ça la notion, c'est que en bougeant les cailloux du ferroviaire avec certaines fréquences, avec des gros doigts, avec des pistons, ils arrivent à liquéfier le ballast. Ce qui fait qu'il suffit de rehausser ou d'abaisser le chemin de fer pour le mettre au même niveau au niveau souhaité. Et une fois que la vibration s'arrête, tout se fige. C'est incroyable. Ces gens-là qui développent ces genres de machines, ils m'ont écouté et ils m'ont dit, écoute, je sais pas si tu vas arriver au bout de ton histoire. C'était il y a 3 ans de ça, presque. Oui. Et ils m'ont dit, mais si tu arrives au bout de ton histoire, on va être avec toi parce que on va être dans le même business que toi, dans le sens où nous, on va pouvoir venir poser tes panneaux solaires, faire le travail de maintenance qu'on nous demande de faire et reposer tes panneaux solaires derrière. Et donc, tu vois, eux, ils avaient déjà la vision de quel était leur futur marché, alors que moi, c'était totalement nouveau pour moi, cette histoire-là. Donc, finalement, c'est des partenaires qui me donnent de la valeur, c'est ça que je voulais dire aussi surtout. Et grâce à eux, évidemment, j'ai pu arriver là où je suis aujourd'hui. Et donc, finalement, cette machine, c'est quoi? Pour répondre à ta question. Je fais pas mal de digressions, mais c'est important. Non, mais c'est très bien. On apprend des choses, le coup du liquide, là, je le vois très, très bien, l'analogie, elle est très, très claire. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Mais c'est incroyable. C'est la même machine qu'ils ont conçue, fabriquée et développée pour aller mettre des séquences de voies ferrées au milieu du Gothard. Donc, en Suisse, on a le plus long tunnel au monde, qui est le Gothard, presque 60 km de tunnel. C'est cette machine-là qui a permis de poser les rails au milieu du Gothard. Cette machine, c'est quoi concrètement? Évidemment, ce sont des wagons de stockage et un wagon percé avec un double portique. Ce double portique peut voyager sur tout le train, donc de l'arrière à l'avant du train. Il passe par-dessus tous les wagons, donc c'est un double portique, tu vois, c'est un portique double qui voyage, ok, et qui vient prendre des éléments de voie sur les wagons de stockage et qui la ramène sur le wagon percé de 18 mètres et qui les pose simplement au milieu du wagon, qui est percé, donc il n'y a rien, tu vois, c'est juste un cadre. Du coup, c'est ça la fonction du train. Ils ont pris ce train-là, ils l'ont modifié et ils l'ont adapté pour prendre des séquences de panneaux Sunways qu'ils prennent sur des wagons de stockage, le même wagon de stockage, et qu'ils les mettent au milieu du wagon percé pour arriver entre les rails. C'est incroyable. Et cet engin-là, il est capable aujourd'hui, c'est juste un prototype, hein, il est capable de poser 1 km par jour de panneaux solaires. Ah oui. 1 km par jour, c'est 1000 mètres carrés de panneaux solaires par jour. Et maintenant, et maintenant, quand on parle du ferroviaire, il faut bien comprendre que ce genre de travaux, tu ne les fais jamais la journée, puisque la journée, tu as des trains qui passent. Donc, dans le ferroviaire, la grosse maintenance ferroviaire, tu la fais la nuit. Grosso modo, sur une séquence de 4 heures, de minuit à 4 heures du matin, c'est là où il y a le moins de trains qui passent sur les grandes voies, disons. Et pour s'assurer de la chose, nous, on pose les 1000 mètres carrés de panneaux solaires, on les pose en 3 heures. Pour s'assurer le temps d'arrivée et de départ. Donc, en 3 heures de temps, on pose 1000 mètres carrés de panneaux. Moi, je te challenge de trouver une entreprise qui pose 1000 mètres carrés de panneaux solaires par jour partout dans le monde. Donc,
Déjà, aujourd'hui, on est hors norme par rapport à la vitesse d'installation. Mais aujourd'hui, et ça c'est une primeur que je te donne, on commence à travailler sur une nouvelle machine qui va poser non pas 1000 mètres, mais 10 000 mètres par jour. Donc 10 kilomètres par jour. Mais parce qu'on maintenant qu'on a fait nos projets pilotes, qu'on a fait nos prototypes, on a une telle masse de connaissances, de know-how, comme on dit, qu'on sait quoi faire, on sait où aller chercher la technologie qui nous manque aujourd'hui pour arriver à ce but-là. Mais t'imagines, poser 10 000 mètres carrés de panneaux par jour, c'est ahurissant. Voilà. Mais en même temps, le ferroviaire permet ça, parce qu'on utilise le ferroviaire pour ce qui nous amène au niveau de la valeur la majeure qui nous amène, c'est la traction ferroviaire, c'est la puissance ferroviaire, c'est ces énormes poids qu'on peut soulever, etc. Donc ça, c'est génial, quoi. Alors, sans dévoiler les secrets de fabrication, moi j'ai envie de savoir, mais comment ils tiennent ces panneaux puisqu'on ne visse pas, puisqu'on ne cloue pas? On va maintenant, comme tu le dis, bientôt avoir encore plus de panneaux représentés. On verra après ce que ça représente en énergie et en énergie effective. Mais d'abord, le système de fixation, c'est quoi son mode de fonctionnement pour que ça tienne, puisque là on parle de force de vent et de train, parce que j'imagine dans les questions qu'on t'a posées, oui, mais s'il y a un caillou, un objet, est-ce que ça va casser les panneaux? Est-ce que le passage du train peut soulever les panneaux, les arracher? Enfin bref, j'imagine que tu as dû entendre plein de questions. Alors comment ça fonctionne? Alors oui, effectivement. Alors les panneaux tiennent grâce à deux facteurs un peu distincts, disons. Déjà, ils tiennent par leur propre poids. Parce que les panneaux c'est pas juste des panneaux qu'on prend du marché, qu'on les met entre les rails. C'est pas ça. Il y a une structure autour du panneau qui fait ils sont figés dans la structure, ce qui fait qu'ils peuvent pas forcément bouger. Et la structure elle-même, elle a un certain poids. Donc déjà, le poids de l'installation est déjà conséquent. Ensuite, effectivement, ils tiennent parce que on vient fixer comme des sortes de pistons entre les rails. Ces pistons, ils sont fixés de manière mécanique, ce qui fait que manuellement ou mécaniquement, on peut facilement débloquer les pistons se rentrent et on peut enlever toute la séquence de panneaux. Alors, quand on va voir mes brevets, tu peux déjà voir mes brevets, comment ça fonctionne, ils sont déjà à disposition, ils sont déjà en partie publiés, donc c'est pas un problème. Aujourd'hui, on a déjà 2 familles de brevets qui ont été déposées. On travaille déjà sur une 3e part. Donc, nous, en fait, tous les jours, on continue à développer la technologie qui améliore notre propre technologie. Donc, en fait, tu peux aller voir les brevets aujourd'hui. Tu n'auras qu'une petite séquence de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour demain. Donc, finalement, c'est ça qui est intéressant avec les brevets. On dévoile, mais en même temps, on sait ce qu'on a déjà fait et on sait ce qu'on peut encore faire. Ce que les autres ne peuvent pas faire, justement. Donc, aujourd'hui, effectivement, ces brevets, ils te montrent des cadres d'acier qui entourent des panneaux solaires avec une certaine technologie entre eux, ok. Tous les câbles sont sécurisés sous les panneaux solaires, mais ne sont pas par terre. Donc il y a aussi une couche qui vient fermer le tout. Donc il y a aucun câble qui est visible sur la voie ferrée. Aussi pourquoi? Parce que dans les champs, tu as beaucoup d'animaux et donc tu peux avoir des rongeurs qui viennent te bouffer les câbles encore plus facilement que sur un toit. Et donc il fallait pas faire ça. Donc c'est comme un sandwich, tout est dedans, sécurisé. Quand tu débloques une séquence de 3 panneaux, tu débloques tout le cadre. Donc tu déconnectes les câbles électriques, mais en fait tout est sécurisé, donc il y a rien que tu peux voir de l'extérieur ou toucher de l'extérieur. C'est aussi sécure pour ceux qui viennent travailler sur la voie ferrée. Il n'y a pas de risque non plus d'électrocution. Exactement. Et donc finalement, ce système il tient parce qu'il se fixe entre les rails. Et ce système de fixation, c'est ça qui a été breveté évidemment, fait que c'est mécanique et ça qui est la nouveauté. Jusqu'à présent, on pensait les panneaux les poser toujours manuellement. Parce qu'on a toujours répliqué ce qu'on faisait sur le toit, sur le ferroviaire. Et c'est pour ça que sur 15 brevets qui existent sur le ferroviaire, il n'y en a aucun qui en est au stade de Sunways, qui a déjà mis un projet pilote sur une voie ferrée en première mondiale avec des vrais trains qui passent dessus, avec des voyageurs. Je ris parce que la première fois que j'en ai parlé à l'assureur qui assure l'installation aujourd'hui, il me regardait avec des grands yeux pour me dire, mais donc ça n'a jamais été fait, vous voulez qu'on vous assure? Tout à fait. Voilà, ça c'était la gâchette de l'histoire, quoi. Donc voilà, c'est relativement simple finalement. On n'est pas dans la deep tech. Ça, il faut savoir, on est plutôt dans la low tech, parce que le train, c'est la low tech, hein. Les rails et les traverses,
les Oui, mêmes c'est une que tu techno voyais. qui n'a pas changé fondamentalement Ça le n'a principe. rien à Des changer. roues en métal, des rails en métal, des aiguillages pour changer de Ce voie. qui a beaucoup changé finalement, c'est le train lui-même. Il a beaucoup évolué en confort, en vitesse, en capacité. Voilà, tu vois les trains comme le Shinkansen, c'est ahurissant, 400 km/h, ça c'est Oui. juste incroyable. Le maglev, il fait 500 km/h. Oui, on a dépassé les J'ai fameux. même pas le temps de le voir passer tellement J'ai il vu va des vite. images, c'est C'est incroyable. ahurissant. Et nous, c'est ça notre enjeu, c'est d'aller résister à des trains comme ça. Tout à l'heure, tu parlais effectivement de la résistance. En fait, je disais tout à l'heure que le système tient par son poids, mais effectivement, il est capable de tenir aussi à la succion du train. C'est-à-dire que Ah bah quand oui. le train... Alors de nouveau, hein, je précise pour tous les auditeurs, je ne suis pas ingénieur. Mais j'ai accumulé une telle masse de connaissances que des fois on peut douter de la chose. Donc, il faut savoir que quand le train passe, il crée ce que les ingénieurs appellent l'effet Venturi. C'est-à-dire que quand le train passe, il crée de la pression sur les panneaux, ok? Et ça, effectivement, c'est la même pression que tu peux trouver quand on analyse des panneaux par rapport à la force du vent, par rapport aux tempêtes. Et après, derrière lui, il crée de la dépression. Donc, en fait, il y a une espèce d'aspiration qui se fait derrière le train. Mais comme on peut le voir quand on passe à côté d'un camion sur l'autoroute, on voit qu'on est un peu bousculé parce qu'il y a une dépression d'air derrière, etc. Et donc, il fallait aussi résister à cette dépression. Et donc, il y a des ingénieurs de la HEIGVD, donc pour ne pas le nommer, c'est l'école d'ingénieurs à Yverdon, ici en Suisse, qui sont venus mesurer, qui sont venus tracter tous nos panneaux avec des leviers pour mesurer la force de traction pour garantir qu'effectivement tous nos panneaux résistaient au passage des trains. Donc, tout était mesuré et expertisé, entre guillemets. Et donc, oui, on peut résister à la force de la pression du train à l'arrivée, ça fait un peu de bruit. Et à la force et à la dépression du train à la sortie. Et c'est ça qui en fait un élément totalement nouveau, parce que justement, tout ça en plus n'est pas fixé avec des clous et des vis, mais avec des engins de pistons mécaniques. 1000 mètres carrés, ça représente quoi comme possibilité de générer de l'énergie, sachant que, bien évidemment, l'ensoleillement, la situation des rails et tout rentre aussi en compte. Et puis, on le sait, on va le rappeler ici, un panneau solaire, quel que soit son ensoleillement, va jamais restituer 100% de capacité parce que, on peut pas compter sur le 100% de génération d'énergie, quel que soit l'emplacement et l'ensoleillement. Alors, oui, c'est une bonne question parce que finalement, c'est le but final, c'est de produire l'énergie, pour contribuer à la nécessaire transition énergétique, donc par la production d'énergie renouvelable supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'évidemment, l'électromobilité, mais également les pompes à chaleur, mais également dans certains pays comme le nôtre, l'abondance nucléaire fait qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de production d'énergie et si possible décarbonée. Ça, c'est la finalité de toute cette histoire-là. Maintenant, effectivement, il y a un simple calcul qu'on peut faire que les gens peuvent aussi écouter pour essayer d'imaginer ça. Donc, quand on prend 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. 1000 mètres linéaires, ça veut dire que tu peux poser pratiquement 500 panneaux. Pourquoi? Parce qu'un panneau solaire fait environ 1 mètre de largeur sur environ 2 mètres de longueur. Donc, tu divises 1000 mètres par 2 et tu as le nombre de panneaux. C'est relativement simple. Ensuite, tu prends ces 500 panneaux que tu multiplies par la puissance de chaque panneau. Imaginons que tu prends un panneau qui fait 500 watts et tu vas avoir la puissance de l'installation en watts. Ensuite, tu la multiplies par le nombre d'heures d'ensoleillement dans un pays ou dans un territoire et tu as la production annuelle. Dans notre cas, si on fait ce calcul-là avec des panneaux de 500 watts, avec 500 panneaux de 500 watts et qu'on enlève un facteur qui nous est spécifique à nous, Sunways, qui est le fait que comme on a une mauvaise inclinaison, ou on n'a pas du tout d'inclinaison par rapport au soleil, on a un manque de production. Et ça, comme on a déjà fait le projet pilote ici en Suisse, on a déjà commencé à le calculer et on sait que c'est d'environ 10%. Donc en fait, on va soustraire de cette production potentielle 10% qui est spécifique à Sunways. C'est comme ça. Ce qui n'est pas trop en finalité. Non, déjà. C'est pas énorme. C'est pas énorme. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu peux le voir sur les toits, on ne place plus sur les toits plats, on ne place plus les panneaux inclinés à 45 degrés. On a tendance à les placer à 10 degrés.
Parce en passant un panneau à 10 degrés d'un côté et 10 degrés de l'autre, on maximise l'ensoleillement. Alors que si tu le places à 45 degrés sud, en fait, quand le soleil est au zénith, en fait, il touche moins le panneau, tout simplement. Donc voilà. On apprend aussi dans le photovoltaïque à améliorer les techniques de ce côté-là. Donc, en fait, on a ce manque de production qu'on calcule déjà au départ. Donc, nous, on sait déjà qu'avec des panneaux de 500 watts sur 500 panneaux, donc 1 km, on est capable de produire sur un territoire qui produit peut-être 1200 heures d'ensoleillement par année, ce qui est à peu près la logique en Europe, en moyenne. En moyenne. On va produire 270 000 kWh par année, ce qui veut dire environ 270 MWh, ce qui est déjà une belle production. En fait, c'est 1000 m² de panneaux, tout simplement. Donc, c'est pas beaucoup plus différent, enfin, c'est pas différent que sur un toit, finalement. Tu prends 1000 m² sur un toit, ils vont te produire 300 000 kWh, et nous, avec la même surface, on va produire 270 000 kWh. Donc, le MOCO, il est environ 10%. Et ça, finalement, tous ceux qui sont au soleil peuvent rapidement se faire leur projection. La différence ici, c'est quoi? C'est que, et ça, je me permets d'anticiper peut-être une prochaine question, mais j'en parle maintenant parce que finalement, c'est là que c'est intéressant. Pourquoi ce projet est intéressant en général d'un point de vue sociétal, d'un point de vue business et d'un point de vue technologique? C'est qu'aujourd'hui, le ferroviaire, je prends l'exemple de la Suisse, mais c'est valable dans tous les pays du monde, il répond aux mêmes, je dirais, contraintes techniques qui sont les rails et les traverses et le ballast. Nous, on a développé une technologie qui s'adapte à tous les chemins de fer. En Suisse, si demain on a le hockey en Suisse, on peut installer de manière régulière, continuelle, tous les jours de l'année, toutes les nuits de l'année, ces fameux panneaux solaires. En Suisse, on a 5000 km de chemin de fer. C'est un des réseaux les plus denses au monde. J'allais dire, un des réseaux les plus denses d'Europe, ou du monde même. 5000 km, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 5000 km, on est capable de produire 1 TWh d'énergie solaire. 1 TWh aujourd'hui, ça représente pratiquement 20% de tout ce que la Suisse produit en énergie solaire en une année. Donc, nous, simple projet qui au sein de start-up, demain, on est capable de produire ce que produit la Suisse aujourd'hui, 20% de ce qu'elle produit aujourd'hui. Donc, c'est énorme quand tu regardes ça. Évidemment, sur les 60 TWh que consomme la Suisse en une année, ça représente peut-être même pas 2%. Mais moi, c'est un seul projet qui fait ça. Et sans contrainte à la fin. Et sans devoir avoir besoin de toits supplémentaires ou d'aller impacter sur des montagnes, paysages ou quelque chose. Sur l'environnement. C'est un territoire qui est déjà construit, qui est déjà pollué. Au contraire, quelqu'un à qui j'ai parlé de la SNCF récemment, à Madrid, parce que j'ai exposé à Madrid récemment, m'a dit, mais finalement, ton système est intéressant parce qu'il permet en plus de réduire les tonnes de glyphosate qu'on est obligé de mettre sur le chemin de fer pour éviter la pousse des herbes. Oui. Parce que tout cet espace-là, il a pas d'ensoleillement, donc ça ne peut pas pousser. Donc on va réduire d'autant plus. Non mais tu vois, chaque fois on découvre des avantages supplémentaires. Ça va changer le prix au mètre, tout ça, parce qu'effectivement ces avantages rentrent dans la balance. Non, c'est un avantage que j'offre, gratuit. D'accord. Et donc tout ça pour dire simplement que on est capable d'installer des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de panneaux solaires sans aucune contrainte, sans devoir faire des projets à non plus finir sur les toits, sans devoir demander et attendre des autorisations qui viennent jamais. Oui, je pensais effectivement à tout ce qui est autorisation de construire et ce genre de choses. Là, tu viens pas dégrader le paysage, tu viens même l'améliorer. On pourrait même trouver ça plus joli, plus pratique. Voilà, exactement. Tu parles souvent du projet pilote. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet qui a vu le jour en Suisse? À quoi il sert? À quoi il ressemble? Et quelles sont les conclusions que tu peux déjà tirer de cette expérience en grandeur nature? Alors ça, je dirais, pour moi, personnellement, en tant que néo-start-upper, c'est clair, c'est un accomplissement. Pour une start-up, avoir son premier projet pilote, c'est juste... on a déjà traversé une bonne partie du désert, comme on dit. Oui. C'est pas fini, l'histoire n'est pas finie, mais je dirais qu'on a déjà fait un bon bout de l'histoire, ok? Alors c'est incroyable, ce projet pilote. Il est placé à Butte. Alors, je crois que Butte, c'est une des plus petites communes d'Europe ou du monde, ou de Suisse en tout cas.
Mais c'est un village très charmant dans le Val de Travers, donc on est dans les montagnes neuchâteloises pour ceux qui sont pas connaisseurs de cette région-là, donc c'est au-dessus de Neuchâtel. C'est le terminus d'une voie de chemin de fer qui est opérée par l'entreprise Transen. Donc Transen, c'est l'entreprise de transport public qui gère tous les transports publics dans le canton de Neuchâtel. Et donc il y a ce train qui arrive à Butte, qui fait le terminus là-bas. Et il s'avérait que Transen est un de nos partenaires, c'est un de ceux qui nous suit depuis le début parce que ils sont très intéressés éventuellement à développer ça sur tout leur réseau ferré. Et il nous a dit, écoute, il y a une nouvelle voie ferrée, il y a une voie ferrée qui serait idéale pour ton projet pilote. Et elle est toute neuve, donc il y aura pas besoin d'aller bouleverser ton projet pilote avec de la maintenance lourde, etc. dans les prochaines années. Simplement, elle est à Butte. Peu importe. Si tu me donnes un tronçon pour faire le projet pilote, je le fais même au bout du monde. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc, on est dans les montagnes neuchâteloises. Et on a placé ce projet pilote le 24 avril 2025. La date, elle est vraiment ancrée dans ma tête maintenant, c'est clair. Et donc, on est venu placer ces panneaux solaires à Butte. Et ce qui est incroyable, c'est que ce jour-là, évidemment, moi, ça faisait un petit moment que je communiquais dans mon réseau le futur projet pilote à Butte. Les gens, à force de m'entendre, ils me croyaient plus pour finir tant que ça peine. Et pour finir, moi, j'ai évidemment fait des invitations pour inviter le maximum de partenaires à venir. Beaucoup ont joué le jeu. La population locale, les autorités locales sont venues. Tout le monde y a fait son discours. Et j'ai eu la chance de voir venir à Butte, le 24 avril 2025, il y avait des représentants d'Indonésie, de Corée du Sud, des représentants de la R&D, de la SNCF qui sont déplacés pour venir voir le projet pilote. Donc, t'imagines la crédibilité que ça donne au projet. Évidemment, moi, mon ego, il a explosé. Je ne rentrais plus dans les pièces tellement ma tête avait gonflé. Voilà, c'était la consécration de la prise au sérieux de ce projet, surtout, c'est ça. C'est ça, c'est que là, n'importe qui peut venir à Butte. Et donc, moi, après coup, j'ai des Italiens qui sont venus avec moi, qui sont débarqués de Milan pour venir voir le projet pilote. Et ils m'ont dit, ah ouais, donc vraiment, ils voyaient les trains passer dessus. Puis, ah ouais, il y a rien qui bouge. Donc, c'est tellement nouveau que les gens, ils ont besoin de venir toucher le projet pilote pour se convaincre qu'effectivement, c'est pas une blague. Tu sauras mieux que moi qu'aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle et de la création des images à tout va, où on fait manger des gâteaux par des chiens qui se font manger par des lapins, enfin bref, tu peux tout faire, tu peux tout créer de toutes pièces. Donc aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'avoir un projet pilote à Butte qui nous sert de carte de visite. Les gens du monde entier débarquent, je les accompagne en voiture jusqu'à Butte. Déjà, tu comprends qu'ils arrivent dans un environnement qui est féerique, quoi. Oui, en plus, la carte postale est fantastique. Oui. C'est incroyable. Oui. Moi, j'ai publié des photos du mois d'octobre avec les feuilles mortes, avec le vent. C'est incroyable. Enfin, ouais, tout ça pour dire que c'est génial d'avoir un projet pilote à Butte. Cette commune, maintenant, est connue du monde entier. J'ai même le World Economic Forum qui a tourné un reportage sur le projet pilote. Non, pas sur le projet pilote, sur la technologie. Et il mentionne Butte. Je vois que Butte n'a jamais été autant mentionné dans le monde. On a, je crois, plus de 100 000 vidéos qui ont été vues. À mon niveau, c'est beaucoup. Mais par le World Economic Forum, donc c'est quand même sympa. Et donc, pour dire que tout ça se passe dans les montagnes neuchâteloises, à quelques minutes d'ici. C'est la preuve que le ferroviaire contribue au tourisme. Oui, c'est ça, exactement. Justement, avec tous ces trains qui passent, est-ce que justement le temps qui passe, ça n'entrave en rien l'efficacité de la production solaire? C'est des questions, j'imagine, que tu as dû entendre. Ouais. Je vais répondre à ta question, mais je vais déjà commencer par finir de répondre à ta question précédente. C'est-à-dire que à Butte, j'ai pas dit effectivement qu'est-ce que c'est exactement. C'est une centrale de 100 mètres linéaires. D'accord. Constituée de 48 panneaux solaires d'environ 380 watts chacun. Donc ça fait environ une puissance totale de 18 000 kilowatts. D'accord. Et une production annuelle qu'on estime environ 16 000, 17 000 kilowattheures par année. OK? Cette centrale est constituée pour les spécialités. Là, je parle un peu de spécialité au niveau photovoltaïque. Ce sont en réalité 4 strings de 12 panneaux. OK?
Et là, maintenant, je viens répondre à ta question. Évidemment, au départ, il y avait beaucoup de mythes autour de ces centrales. On se disait, mais est-ce que ça va fonctionner? Ça va pas fonctionner. En réalité, la centrale telle qu'elle a été mise à but, installée à but, elle n'avait pas pour contrainte de produire l'énergie. Le projet pilote à but, pour être vraiment très transparent avec toi et avec tous les auditeurs, n'avait pour mission que de montrer, de prouver que mettre des panneaux solaires entre les rails, c'était parfaitement stable au passage des trains. Voilà, ok. Donc j'aurais pu mettre des plaques en bois, ça ne changeait rien au projet pilote. Mais évidemment, j'avais quand même à cœur de prouver l'ensemble du système. Donc à but, en fait, on va produire réellement l'énergie avec des vrais panneaux solaires, dont l'énergie va passer dans un onduleur qui est placé en bordure de voie. Et ensuite, de cet onduleur, on va aller directement injecter le courant dans le réseau public local. Comme on le ferait avec une maison. C'est pas beaucoup. C'est des micro-onduleurs directement. Non, pas là, c'est un onduleur c'est central. Carrément un onduleur. Mais on peut mettre des micro-onduleurs, ça ne change rien. Ouais. Mais l'onduleur central nous permettait à nous d'avoir un avantage particulier. C'est que cet onduleur-là qu'on a placé à but, on peut le débrancher à distance. Ah, ok. Donc c'est un avantage parce que nous, à distance, on peut le débrancher et on voyait des gens sur place pour faire la manutention, enlever des panneaux, remettre les panneaux. Donc c'est un gros avantage. Ce que tu ne peux pas faire avec des micro-onduleurs qui, eux, continuent à fonctionner. C'est clair. Voilà. Là, on rentre vraiment dans la technicité, mais c'est intéressant. Oui, mais ça parle. Maintenant, je reviens à ta question des trains qui passent dessus. Effectivement, on ne savait pas ce qui allait se passer. Parce que sur un toit, tu n'as pas un gros nuage qui passe d'un coup à 90 km/h, ce qui est le train. Le train à but passe à 90 km/h sur les panneaux solaires. Et en fait, on se rend compte que le onduleur, tu ne vois parfaitement imperceptible. À 90 km/h, donc tu vois, comprends bien quand même à 500 km/h, l'onduleur, il n'a même pas le temps de réfléchir, quoi. Donc, effectivement, il se passe rien. La vraie question, et c'est ce sur quoi on travaille avec l'HESSO Valais, le département d'énergie, on travaille effectivement sur ce qu'on appelle le smart grid ferroviaire. Et dans ce cas-là, quand on va faire des grandes centrales linéaires, donc nous, on travaille aujourd'hui sur un domaine qui est incroyable. Donc, on défriche le terrain de ce qu'on appelle le PV linéaire. Donc, quand on va avoir des grandes installations de PV linéaire sur les trains, quand tu as 400 mètres de train qui vont passer sur ton installation, il va quand même éteindre des panneaux, mais sur des grandes séquences de trains. Ici, le train à but, il fait pas 400 mètres, il est beaucoup plus petit, c'est juste deux séquences de wagons qui sont accrochés, ok? Mais 400 mètres de train, et là, on commence déjà à travailler au cœur du sujet du PV linéaire ferroviaire. Donc nous, ici en Suisse, avec ma modeste start-up, on défriche le terrain, on doit être peut-être une cinquantaine au monde à travailler sur ces sujets-là, du PV linéaire. C'est des sujets qui sont hautement technologiques parce que faut savoir que le PV linéaire ne répond pas aux mêmes contraintes techniques que le PV de surface. Autrement dit, et là j'aborde un sujet qui est en parallèle du ferrovoltaïque, comme je l'appelle, c'est-à-dire les panneaux entre les rails. Parce qu'en fait, le PV linéaire est important dans le sens où quand tu mets des panneaux solaires en grande séquence linéaire, tu as un gros problème de transport d'énergie. Mais oui. Et oui. Parce que tu ne peux pas placer des onduleurs tous les 100 mètres. Ce n'est réalistiquement pas possible. Il y a des notions de perte qui doivent être calculées. Alors, perte, pas seulement perte, mais également, est-ce que c'est possible d'aller faire du génie civil tous les 200 mètres sur une voie ferrée? Déjà, c'est ahurissant. Et ça ne répond pas à la dimension mécanisée d'installation industrielle sur une voie ferrée. Donc, il a fallu changer de fusil d'épaule et dire, OK, on peut pas mettre les onduleurs tout le temps. Donc, on va réfléchir comment est-ce qu'on peut peut-être utiliser le réseau de traction des trains qui passent au-dessus des voies ferrées. Habituellement, en tout cas en Europe, la majorité des voies ferrées sont électrifiées. Donc, tu as un réseau électrique au-dessus des trains qui leur permet d'avancer. Et donc, avec la HESSO Valais, on réfléchit, et d'ailleurs, ils commencent à concevoir ce qu'ils appellent le smart grid ferroviaire. Incroyable. Donc, l'idée de produire entre les rails du solaire photovoltaïque et de l'injecter directement dans le réseau de traction. Et là, c'est incroyable parce que là, on va fermer la boucle puisqu'on produit là où c'est consommé. Et ce qui est fondamental pour le photovoltaïque, c'est justement d'augmenter le taux d'autoconsommation.
Donc nous, on va produire quand les trains y passent, donc ils vont utiliser l'énergie qui sera produite. Mais quand l'énergie n'est pas produite, elle peut continuer à voyager dans le réseau de traction et ressortir par la sous-station pour alimenter le réseau ou, et c'est ça la beauté du geste aujourd'hui, mais c'est ou alimenter de la batterie. Et de la batterie qui sert au stockage d'énergie pour les trains quand il n'y a pas de soleil, mais qui sert peut-être à équilibrer le réseau public quand il y a trop de soleil dans le réseau public, parce que l'intermittence de la production photovoltaïque, c'est un grand enjeu des grands distributeurs d'énergie. On se pose plein de questions par rapport à ça. Et donc finalement, moi, avec ma petite start-up qui voulait innover avec des panneaux solaires mis entre les rails, je me retrouve à être au cœur d'un sujet des enjeux globaux qui sont comment est-ce qu'on gère l'intermittence du solaire au niveau global. Ah bah tu peux même, vu que tu travailles avec la HSSO, Valais Valise, tu peux même aller voir nos amis à Sion qui collaborent avec la HSSO et l'EPFL, puisqu'effectivement, il y a du power to gas, c'est-à-dire qu'on utilise ce surplus énergétique pour le transformer en gaz, puisqu'on peut faire de l'hydrogène, on peut aussi capturer le CO2 et ainsi, de façon plus efficace, je fais mon intéressant parce que j'ai traité tout ça dans une chronique, c'est-à-dire que on aura une plus grande efficacité de stockage que si on le mettait dans des batteries. Donc là, on vient dans une notion vraiment d'ultra local et ultra vert, en fait, avec ce cercle vertueux. Tu as raison, mais en fait, ce qui différencie Sunways en tant que fournisseur d'infrastructures solaires, on va dire ça comme ça, même si elle est amovible, c'est qu'en réalité, je reprends l'exemple tout à l'heure de la Suisse, parce que c'est un sujet que je connais un peu, sur 5000 km de voies de chemin de fer, on pourrait placer des panneaux solaires pour produire 1 TWh d'énergie par année. En réalité, quand tu vas chercher les chiffres de ce que consomment les chemins de fer en Suisse chaque année, tu te rends compte qu'on est plutôt à 2,5, 2,6 ou 2,8 TWh par année. En réalité, nous ne pourrons pas placer plus de panneaux qu'il n'y a de chemins de fer. Et oui, on pourrait éventuellement équilibrer le réseau par période, mais en réalité, toute l'énergie que nous, on pourrait produire, elle serait directement consommée par le ferroviaire. Donc, on n'a pas ce souci-là d'aller, je dirais, imaginer comment stocker l'énergie qu'on aurait produite en trop. On n'aura pas d'énergie en trop. On pourra juste augmenter de 30% l'indépendance et la résilience des chemins de fer en Suisse. Et c'est ça qui est énorme, ce qui était déjà énorme. Oui, mais maintenant, on va réfléchir ensemble, Thierry, à autre chose. Si j'apporte 1 TWh d'énergie aux chemins de fer en Suisse, ça veut dire que les chemins de fer en Suisse vont consommer 1 TWh de moins dans le réseau. Ça veut dire qu'ils peuvent préserver l'énergie qui est stockée dans les barrages qu'on utilise pour alimenter le chemin de fer suisse pour venir compenser le manque qu'on a en hiver au niveau du chauffage et qu'on est obligé d'importer. Donc on vient nous, c'est ça qui est incroyable, c'est que si on extrapole, si on projette cette idée au niveau de Suisse, on vient non seulement produire du renouvelable, décarboner l'énergie et en plus équilibrer le réseau avec nos batteries, mais en plus on vient préserver des stockages qui sont là pour le ferroviaire, pour l'utiliser pour le bien de la communauté, pour autre chose. Et ça, c'est incroyable. Quid de la neige, des intempéries, des choses comme ça? Est-ce que le passage du train suffit à les dégager? Est-ce qu'on a des panneaux autochauffants? Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce que ça, c'est des questions qui te sont posées? Alors, beaucoup de questions viennent évidemment sur la neige, évidemment sur le nettoyage des panneaux. Enfin, il y a beaucoup de mythologie autour de ça. Et en réalité, je vais répondre à tout ça, mais de manière très décomplexée, parce que moi, ce que je dis souvent en termes de technologie, comme je ne suis pas ingénieur, pour moi, tout est possible. C'est comme quand on n'est pas informaticien et qu'on est dans le marketing, tout doit être possible derrière. Oui, tout à fait. Donc, comme pour moi, tout est possible et que j'ai un certain âge, donc on dirait une certaine expérience, je suis né à l'époque où on envoyait des gens sur la Lune. OK. Donc, si on est capable d'envoyer des gens sur la Lune et que maintenant on programme d'envoyer des gens sur Mars, on doit quand même être capable d'aller balayer sur les panneaux quand les trains ils passent dessus. Donc voilà, ça c'est juste pour mettre le cadre. Oui, non, mais c'est un raccourci qui est très clair. Voilà. Donc maintenant, on va commencer par la neige. Alors, il a neigé, il y a 3 semaines, il a neigé à Butte.
Effectivement, nous, ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller sur notre site, www.sun-waze.ch. On a mis la production en direct. On a une certaine transparence aussi vis-à-vis de ceux qui nous font. Okay, donc, tous les jours, tu peux voir la production qui se fait sur la centrale. Et tout à coup, je me réveille un matin, ici, il neigeait aussi à Lausanne, il neigeait aussi, je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe à Butte? Et je vois que la production était à 0. Effectivement, je téléphone, on me voit 2-3 photos, il y avait 10 cm de neige partout, et également sur les panneaux. Donc, production 0. Normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu regardes la production annuelle d'une centrale solaire, elle fait aussi une espèce de cloche, un peu comme tu le fais avec la production quotidienne. Le matin, gentiment, ça monte, c'est le pic à midi et ça redescend. Ouais. Au niveau annuel, c'est la même chose. Oui. Ça monte gentiment à partir de janvier, tu as le pic juin, juillet, septembre, puis ça redescend. Donc en réalité, entre octobre et février, la production, elle est peut-être de 10-20% du potentiel. Donc en fait, ça va rien changer. En réalité, s'il y a la neige dessus, la neige va rester, et puis quand elle fondra, elle fondra. C'est tout. D'ailleurs, nos dispositifs ont déjà été testés pour que le chasse-neige des ferroviaires puisse passer dessus. Quand il y a trop de neige sur un ferroviaire, ils font passer la lame pour enlever l'excédent. Mais la neige va toujours rester entre le champignon du rail et les panneaux solaires. C'est pas important, ça. Par contre, nous, on est en dessous du champignon. Les panneaux solaires sont placés en dessous du champignon du rail, ce qui fait qu'ils sont tout à fait protégés par rapport à la lame du chasse-neige ferroviaire. Ça, c'est pour la neige. Pour le nettoyage, ce qui est incroyable, c'est que, évidemment, la première question qui est venue, il y a 2 questions qui sont venues chez nous depuis le départ, depuis 5 ans qu'on a commencé. Alors, les premiers brevets ont été déposés il y a 5 ans pour être transparent. Et dans pas mal de pays, tu m'avais dit. Alors, on couvre aujourd'hui pratiquement 80% du marché global, ce qui est ahurissant. Oui. Mes factures de brevets me le prouvent tous les jours. Je compatis. Voilà, ça c'est un autre sujet. Et donc, le nettoyage, effectivement, est une des questions majeures qui nous viennent depuis 5 ans qu'on a déposé les brevets. La startup a été créée il y a seulement en 2023. L'autre question qui vient souvent, c'est le vol. En Suisse, on pourrait dire que culturellement, on est un peu protégé par ça, mais il y a des pays, effectivement, c'est un peu plus touchy comme question. Je vais commencer par le nettoyage. Effectivement, le fait d'avoir des panneaux posés à plat, on peut parfaitement imaginer, sans être ingénieur, que sans doute que la saleté va s'incruster un peu plus rapidement que sur des panneaux posés inclinés sur le toit. Oui et non. Maintenant qu'on a un projet pilote, on peut le voir. Effectivement, le panneau, comme il est posé à plat, il est moins propre qu'un panneau posé en incliné. Mais quand même, il pleut de temps en temps, en tout cas en Suisse, et avec la pluie, le vent et le passage du train, ça se balaye assez facilement. Donc nous, on n'a pas pu constater une baisse de production due au manque de nettoyage des panneaux, parce qu'on les nettoie pas. Pour justement voir s'il y a une comment ils vivent, ouais. Et là, je dirais, après pratiquement 8 mois, 9 mois, il n'y a pas de changement. On va attendre de voir 2-3 ans, etc. De toute façon, ce qui se passe, c'est que ce sont même les gens du ferroviaire qui nous ont apporté la solution. C'est pour ça que je dis que moi, c'est tous les gens qui m'accompagnent, qui m'apportent tous les jours de la valeur au sujet. Et nous, on a la chance d'interagir avec des gens de chez Alstom. Je cite des noms parce que moi, j'ai pas de difficulté avec ça. C'est une conversation qu'on a eu à bâton rompu avec des gens chez Alstom. Ils ont dit, mais finalement, le truc le plus simple, c'est de placer soit une brosse derrière le train, et à chaque passage de train, tu brosses tes panneaux, ou eux-mêmes, ils m'ont proposé la solution. Et comme je l'ai dit comme ça, il n'est pas possible de breveter maintenant. Une fois que je dis les choses, je ne peux plus les breveter après. Tu sais, une fois que c'est dévoilé au public, tu ne peux pas faire de brevet. Donc, je le dis parce que je dévoile une innovation au niveau mondial que je vais faire avec toi. C'est de dire, finalement, en changeant l'aérodynamique du châssis sous le train, tu peux créer de la pression d'air. Et tu peux créer de la pression d'air pour aller mettre de l'air comprimé aérodynamiquement sur les panneaux. Ce qui fait que aérodynamiquement, simplement en changeant un petit peu la forme de la carrosserie, tu crées de l'air comprimé sur les panneaux et donc tu chasses toutes les poussières à chaque passage de train. Et ça, c'est fantastique. Tu dis, avec une simple idée comme ça, tu résous une moult de problèmes et tu n'as pas besoin d'avoir de brosse qui risque d'user le panneau à long terme. Qui est mécanique, qui a des contraintes. Exactement. Ouais. Voilà.
Ça, c'est pour répondre. Alors, maintenant, je réponds à la question au niveau du vol, parce que ça intéresse beaucoup de gens et je suis souvent challengé par rapport à ça. Et en réalité, je me suis beaucoup creusé les ménages par rapport à ça. Alors là aussi, revient ma casquette d'inventeur fou, ok? Et je me dis, mais comment est-ce que je vais résoudre ce problème? Et donc, moi, je vais voir des salons. On a aussi exposé à plusieurs salons. Et quand tu exposes des salons, tu as des interactions avec des spécialistes aussi. Puis, je pose des questions. Moi, je suis très curieux de nature, etc. Et finalement, je me rends compte que, finalement, la valeur, enfin, pourquoi est-ce que tu irais voler un panneau? C'est parce que tu as la capacité de le voler. Donc, tu peux l'extraire de son endroit, ce qui est pas toujours facile avec Sunways, parce que nous, il est vraiment bien calé dans son frame. Tu pourrais l'enlever facilement et le revendre facilement. Parce que si c'est juste pour l'enlever, voilà, what else, comme dirait notre ami Cloudet. Georges. On salue au passage. Voilà. Et donc, il faut pouvoir le revendre. C'est-à-dire que ce panneau, il doit avoir une valeur. Si moi, maintenant, en tant que Sunways, je développe un panneau, parce que ça, c'est aussi ma caractéristique. Je ne vais pas placer 1, 2 ou 200 panneaux ou 1000 panneaux. Je vais placer des millions et des millions de panneaux entre les voies ferrées. Et donc, tu vas voir n'importe quel producteur de panneaux solaires, quand tu vas lui dire, écoute, moi, je vais te commander 50 millions de panneaux solaires, il va dire, oh, mais on va te faire ton usine. On va pas juste te mettre ton tapis rouge. On va te faire ta chaîne de production et tu vas nous dire tes caractéristiques. Et ça sera du sur-mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon panneau solaire, il aura une identification visuelle qui fait que quand tu l'auras volé et vendu au voisin qui va mettre sur son toit, moi, visuellement, même s'il est à Tombouctou, par satellite, je pourrais voir que c'est mon panneau solaire que tu as mis sur ton toit. Et donc, je vais taper à ta porte et dire, ah, c'est mon panneau solaire, tu me le rends. Tu fais ça une fois, tout le monde a compris que les panneaux n'ont aucune valeur à la revente. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'on enlève la valeur intrinsèque du panneau à la revente pour éviter que les gens se mettent en danger en allant voler des panneaux sur les voies de chemin de fer. Mais ça, il a fallu un petit peu de temps pour arriver à cette conclusion-là. Dernière question, quelles sont les prochaines étapes de Sunways, puisque là on a ce projet pilote dans les belles régions neuchâteloises, sans dévoiler bien évidemment ce qui est en cours. Là tu as parlé de la Corée, il y a plein de pays qui sont venus te visiter, nos amis français de la SNCF, etc. Est-ce que il y a des choses qui se dessinent pour aller peut-être installer des panneaux ou discuter avec des acteurs du ferroviaire ici autour de la Suisse? Alors oui, réponse oui. Oui, très clairement, depuis qu'on a mis en place le projet pilote dans le monde entier, les gens se sont rendus compte qu'on passait de la parole à l'acte, qu'il y avait des choses concrètes qui étaient réalisées. Et du coup, ça a créé beaucoup d'engouement sur cette nouvelle technologie. Ça fait maintenant presque 8 mois que je ne fais que ça finalement. Je ne fais que de répondre aux sollicitations qui viennent du monde entier. Ça, je peux pas le cacher, je peux le prouver évidemment. Mais surtout, c'est que maintenant, depuis quelques mois, on se concentre sur quelques pays. Et là, je peux le dire, c'est la première occasion que je vais le faire parce que on vient de signer le contrat il y a quelques jours, donc c'est tout frais. Là, c'est une vraie primeur, Thierry, que je te donne. Excellent, merci. Pour les techno.be, on est ravis. Voilà. Donc là, on vient de signer un contrat de collaboration avec la SNCF, collaboration technologique. Là, aujourd'hui, je peux pas en dire plus parce que on embargo sur le contenu de cette collaboration, mais voilà, là, ça montre effectivement qu'il y a du sérieux en place. Et donc, le groupe SNCF a signé avec nous, le réseau SNCF a signé avec nous pour pouvoir collaborer technologiquement pour une solution qui soit adaptée au marché français. Alors, voilà, on est là aujourd'hui. Oui, excellent. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on discute avec des pays comme l'Italie, comme l'Espagne. Je reviens maintenant d'un salon du ferroviaire à Madrid. Donc, avec l'Espagne, ça se met en route. Avec le Canada, avec la Corée du Sud, qui sont très engagés et qui sont presque au point de mettre en place leur premier projet pilote, avec la Belgique, avec les Pays-Bas, et je ne cite pas tous les autres qui sont engagés, mais qui ne sont pas à ce stade-là d'avancement. D'accord. Donc, oui,
finalement, ça va sans doute même avancer beaucoup plus vite à l'international que ça n'avancera ici en Suisse. Mais ça, je dirais, on est habitué. On est habitué. Tout est dans la normalité jusqu'à ce jour. Effectivement, on a beaucoup d'enjeux qui s'écrivent au niveau international. Et je pense que ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et à mon avis, ça va être un peu comme une chose qu'on connaît aussi très bien en Suisse, c'est la neige et les boules de neige. Et ça va faire effectivement l'effet boule de neige. Il va falloir juste que effectivement les gens soient au courant qu'on a signé avec la SNCF pour qu'effectivement derrière on rajoute du crédit et du crédit et du crédit. Et tout le mal que je souhaite à cette initiative, c'est que bientôt on puisse effectivement pouvoir installer ces panneaux solaires. Je reprends ici une chose que je n'ai pas dit au début. Moi, j'ai été faire la marche du climat avec mes filles à Lausanne en 2015-2016. Donc, je viens de là aussi. Moi, je suis pas un baby boomer, mais presque. Mais moi, j'accompagne mes filles parce qu'elles étaient adolescentes, elles étaient à la marche du climat, et j'étais aussi concerné par rapport à cette. Ouais. Oui, concerné, parce que non, je fais partie d'une génération qui a beaucoup consommé. Oui. Et qui a beaucoup contribué au dérèglement climatique. Je l'assume. Enfin, à l'époque, on savait pas. Maintenant, on le sait. Et j'essaie d'assumer la chose. Et je sais aussi, à ma modeste mesure, de contribuer à apporter des solutions. Alors, certes, c'est une petite solution. On sait même pas si demain ça viendra ou pas. Mais si ça viendra, j'aurais contribué de mon vivant. Exactement. À amener quelque chose de positif aussi dans ce niveau-là. Comme quoi, la philosophie peut aussi faire partie du monde de l'entrepreneuriat. Véritable dernière question, Joseph, en forme de conclusion. L'âge et l'entreprise, l'entrepreneuriat, l'aventure de start-upper, quels conseils, allez, les 3 petits conseils que tu partagerais comme ça avec nous sur le fait il n'y a pas d'âge pour entreprendre? Ou 2, ou un seul conseil, quel serait-il? Premier, c'est pas un conseil, c'est un constat. Oui, tout ce qu'on dit sur les startups et l'entrepreneuriat de start-upers, c'est vrai. C'est difficile. Il faut avoir beaucoup de persévérance, beaucoup d'engagement et de passion surtout pour ce qu'on fait. C'est beaucoup de montagnes russes émotionnelles. Ça, c'est une réalité. Donc, si vous êtes allergique à ça, ne vous aventurez pas parce que c'est dommage de passer son temps à se stresser. Par contre, c'est une telle jouissance, de porter ses propres idées et de les faire mûrir pour les porter sur le terrain. Moi, depuis que je fais ça, depuis maintenant 4-5 ans que je suis engagé assez fortement là-dedans, moi, j'ai pris un coup de jeune. C'est comme les anciennes stars du disco qui remontent sur scène à 70 ou 80 ans. Non, mais c'est ça la réalité. Moi, je suis en fin de carrière, donc j'ai plus rien à prouver finalement. Le job, je l'ai fait, ok. Bien ou mal, peu importe, je l'ai fait. Mais maintenant, cette start-up, ça me donne un coup de boost incroyable. Je me retrouve assis autour de PhD sortant les PFL, en confrontant les idées. Je me retrouve en face de boards, de multinationales en train de leur expliquer comment faire les choses. C'est impressionnant. Enfin, ça, c'est ce que je vis moi. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me donne beaucoup de satisfaction, beaucoup de motivation. Financièrement, on n'est pas encore à point parce que là, on vient de lancer une levée de fonds pour notre premier financement externe. Donc, à qui nous écoute, s'il y a des gens qui sont intéressés à investir dans cette startup, et là, je prends ma casquette de marketeur communicant. Mais t'as bien raison. Là, c'est le moment de vous approcher de Sunways pour éventuellement faire partie de la première cohorte d'investisseurs externes qui vont pouvoir amener du financement. Aujourd'hui, notre demande de financement est relativement modeste, mais ça permettra effectivement de rapidement aller jusqu'au bout du développement technologique. Donc, financièrement, c'est pas encore folichon, mais peu importe. Pour moi, ce qui est important, c'est la motivation, l'expérience et la passion que je peux y mettre dedans. Et je dirais que à un âge qui serait peut-être l'âge de pré-retraite, je sais à quoi je vais occuper ma retraite en vrai. Et je ne pense pas que je vais faire du jardinage ou du bricolage. Je vais plutôt accompagner une start-up en devenir, disons.
Voilà, et peut-être jouer au petit train à la cave ou au Galta avec des modèles réduits. On accueillait Joseph Scuderi, digne représentant et surtout initiateur de Sunways. Ça s'écrit sun-ways.ch. Allez voir sur le site internet, vous verrez le projet pilote. On va souhaiter longue vie et Dieu sait que à bord des technos, on va suivre ça de très très près parce que je suis très très curieux de voir qu'est-ce qui va se passer dans les autres pays. Merci beaucoup, Joseph. Merci Thierry, merci.